En droit constitutionnel, il y a vraiment une théorie fondamentale. C'est la théorie de la séparation des pouvoirs. Et c'est vraiment cette théorie le fondement de tout État démocratique. Alors, cette théorie a été élaborée principalement à partir des écrits de deux auteurs. Tout d'abord de l'anglais John Locke au XVIIe siècle dans son ouvrage Essai sur le gouvernement civil de 1690. Aussi du français Montesquieu au XVIIIe siècle dans son ouvrage De l'esprit des lois de 1748. Alors, que signifie cette théorie? Selon cette théorie de la séparation des pouvoirs, au sein d'un État, il y a véritablement trois grands pouvoirs. Tout d'abord, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de légiférer. C'est le pouvoir d'adopter des règles de portée générale qui s'appliquent à tous. Ensuite, on a le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir d'appliquer la loi, le pouvoir d'exécuter la loi. Concrètement, c'est le pouvoir d'appliquer le droit au moyen de décrets, arrêtés, etc. Enfin, on trouve le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de trancher un litige. Et donc, selon cette théorie, ces trois pouvoirs ne doivent pas être confiés à une seule personne. Chacun de ces pouvoirs doit être attribué à des organes différents et indépendants. Cette théorie cherche en fait à éviter la tyrannie et à combattre les abus de pouvoir, parce qu'en effet, tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser. Et c'est ce qui s'est notamment produit au cours des épisodes de monarchie absolue, où le roi avait tous les pouvoirs. Il fallait donc lutter contre cette vision des choses. Et donc, selon la théorie de la séparation des pouvoirs, chacun de ces pouvoirs doit être attribué à des organes différents. Le pouvoir de faire la loi, le pouvoir législatif, eh bien, il doit être attribué au Parlement. Le pouvoir d'appliquer la loi, le pouvoir exécutif, eh bien, ce pouvoir doit être confié au gouvernement et ou au chef de l'État. Le pouvoir judiciaire, lui, doit être donné aux juges, aux juridictions. Et donc, selon la théorie classique de la séparation des pouvoirs, ces différents organes doivent être indépendants les uns des autres, aucun pouvoir ne doit empiéter sur l'autre. Et d'ailleurs, cette théorie de la séparation des pouvoirs est si importante que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte qui a valeur constitutionnelle quand même, eh bien cet article 16 de la DDHC précise explicitement que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Cette théorie est donc fondamentale. Pour autant, elle a été fortement remise en cause. En premier lieu, on s'est rendu compte que dans chaque régime politique, chaque organe, en réalité, n'a pas une fonction si bien circonscrite, n'a pas une fonction si bien définie. Dans l'esprit de la théorie classique, le pouvoir exécutif ne doit prendre que des mesures d'exécution de la loi. Il ne peut pas prendre des règles de portée générale. Or, cela est à nuancer parce que, par exemple, en France, eh bien, le gouvernement, qui a le pouvoir exécutif, bien sûr, il applique la loi, mais il fait plus qu'appliquer la loi, puisqu'il détient un pouvoir réglementaire, qui lui permet de prendre des décisions de portée générale, comme par exemple des décrets d'application générale, les fameux décrets autonomes. De plus, le gouvernement peut se voir déléguer le pouvoir législatif, comme le démontre la pratique des ordonnances, sous la Ve République. Il faut préciser en outre que la théorie de la séparation des pouvoirs a fortement inspiré ceux qui ont rédigé la Constitution américaine, en 1787. En effet, la Constitution américaine de 1787 a prévu un régime présidentiel dans lequel il y a une séparation assez stricte des pouvoirs quand même. Mais cette séparation stricte des pouvoirs, eh bien cette séparation est tempérée par des moyens de contrôle et des moyens d'action réciproques entre les pouvoirs. C'est la fameuse théorie des checks and balances, freins et contrepoids. Et aux États-Unis, en effet, cette idée est très présente, parce que, prenons un exemple, aux États-Unis, le président dispose d'un droit de veto qu'il peut opposer aux lois qui sont votées par le Congrès. Le président peut ainsi empêcher l'action du pouvoir législatif par ce droit de veto. Dans un sens inverse, aux États-Unis,
le Sénat peut bloquer le pouvoir de nomination de l'exécutif de certains hauts fonctionnaires. Il y a donc une idée de contrepoids et de frein. Enfin, la théorie classique de la séparation des pouvoirs a rarement été en réalité appliquée à la lettre au cours des différents régimes. Enfin, la théorie classique de la séparation des pouvoirs a rarement été appliquée à la lettre au cours des différents régimes démocratiques. Parce qu'une séparation trop stricte des pouvoirs a pu par exemple aboutir à la paralysie des institutions, comme ce qui s'est passé sous le Directoire, 1795-1799. À cette époque, le conflit entre le législatif et l'exécutif, d'ailleurs, on s'en souvient, s'était terminé par un coup d'État en 1799 par Napoléon Ier. Et c'est pourquoi aujourd'hui on préfère plutôt parler de principe de collaboration des pouvoirs. Certes, à la base, il y a toujours cette distinction entre législatif, exécutif et judiciaire. Pour autant, ces différents pouvoirs ont des moyens d'action les uns envers les autres. Si on prend l'exemple de la France, par exemple, le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, peut dissoudre le Parlement. Il a un droit de dissolution sur le pouvoir législatif. De la même manière, le Parlement peut renverser le gouvernement en France.